je reprends l'exemple du foot, tu as tout le temps le bigger, stronger, faster. Là. Fait que, oui, par position, là, mais je pense pas qu'au niveau universitaire, c'est quelque chose que tu dois absolument rechercher. Là. Xavier Roy est kinésiologue de formation, docteur en éducation et fondateur de XR Performance. C'est quoi exactement la kinésiologie? C'est l'étude du mouvement humain, mais après ça, il y a plusieurs branches. Vous avez analysé les déplacements des joueurs de football sur le terrain. Le but, c'était vraiment comme de créer une métrique à la Madden, puis de savoir c'est quoi le statut du joueur après 3-4 jeux comparativement à son plein potentiel. Des fois, on s'est même rendu compte qu'on a tel joueur qu'aujourd'hui, pratique d'unité spéciale, vient de se claquer un kick-off puis a couru 70 verges dans le field. Là. Fait que ça a été un peu un reality check de voici les exigences du foot au niveau universitaire puis comment on devrait préparer les joueurs. Je savais pas qu'il y avait classé les types de sport en catégories. Un QB au foot, là, beaucoup de similitudes avec un lanceur au baseball. Tous les athlètes au volley, là, à part le libéro, là, ils ont tout à faire des actions au-dessus de leur tête. Fait techniquement, ils deviennent des overhead athletes. Après ça, tu regardes un nageur, tu dois travailler au-dessus de sa tête aussi. Fait qu'est-ce qu'on cherche à vraiment optimiser aujourd'hui dans l'entraînement? Des fois, on a tendance à penser que c'est juste être le plus près possible physiquement, genre va te permettre d'avoir du succès comme athlète. Mais quand tu regardes la performance, c'est quelque chose qui est plurifactoriel. Là. Mais mettons qu'à partir de demain, tu fais juste avoir 10 exercices. Ça serait quoi? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi un kinésiologue de formation, mais en plus de ça, un docteur, quelqu'un qui étudie énormément, qui se connaît beaucoup en entraînement pour nos athlètes, qui a développé des athlètes de tout niveau, de plusieurs sports. Xavier Roy, merci de venir en studio aujourd'hui, de t'avoir déplacé. C'est un plaisir de t'avoir. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte qu'on jase. C'est une super de belle expertise. On en parlait avant d'enregistrer. Je voulais prendre le temps de te le dire quand on enregistre. C'est vraiment smart de t'avoir déplacé. En plus, tu nous as amené un petit cadeau qu'on va prendre le temps de parler tantôt. Mais merci Xavier, c'est super smart. Merci William, merci de l'invitation. Ça me fait très plaisir. Chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Xavier, voici ton intro. Xavier Roy est kinésiologue de formation, docteur en éducation et fondateur de XR Performance. Tu as commencé au football civil avec les Laurentides Lanaudière d'Atome à Midget. Ensuite, tu t'engages 3 saisons avec Vanier College. Vous avez remporté le Bol d'Or en 2006. Et à l'université, tu te joins au Vert et Or pour 2 saisons, 2007 et 2008. À l'Université de Sherbrooke, de 2007 à 2010, tu complètes ton baccalauréat en kinésiologie. 2011 à 2013, tu complètes une maîtrise en physiologie de l'effort à l'Université du Québec à Montréal. 2013 à 2018 ensuite, tu complètes ton PhD en éducation à l'Université du Québec à Montréal encore. Tu as été préparateur physique pour les équipes collégiales des triades du cégep régional, de Lanaudière, des cavaliers du collège de Champlain-Saint-Lambert. Au niveau universitaire, tu as travaillé avec les Redbirds de l'Université McGill de 2011 à 2013, ainsi qu'avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke 2016 à 2018. En plus du football, dans ta carrière de préparateur physique, tu as entraîné plusieurs sports dont le hockey, le volleyball, l'athlétisme et le patin de vitesse. Aujourd'hui, tu agis comme préparateur physique avec l'équipe féminine et masculine du volleyball du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, en plus des équipes d'hockey du collège Stansted. Et finalement, tu es chargé de cours à l'Université Bishop. Xavier Roy, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'aime ça commencer à l'habitude avec cette question-là. Tu as commencé le football assez jeune, à Tôme. Mais c'est quoi ton histoire? D'où ça a parti pour toi le sport, le football, plus en particulier, pour toi, Xavier?
J'ai été très sportif pendant que j'étais jeune, là, mais j'ai vraiment commencé le foot, puis ça n'a pas été facile, là. Mes parents me rappelaient là, que j'avais voulu lâcher là, après quelques pratiques parce que je trouvais ça vraiment tough au début. Là. Mais c'était quand même drôle parce que mon voisin d'en face était un joueur de foot puis a étudié ici au cégep à Champlain-Lennoxville là, après son parcours avec Laurentine-Lanaudière. Là. Dans ce temps-là, c'était les Lions, je me souviens même pas si c'était Laurentine-Lanaudière, mais bref, la majorité des activités des équipes étaient localisées autour de Saint-Eustache-Deux-Montagnes. Fait que, nous autres, on partait de Ville-Lorraine, puis nos pratiques étaient tout le temps à Deux-Montagnes, là, sur le terrain de la polyvalente Deux-Montagnes. Puis j'ai commencé vraiment à cause que mon voisin était joueur de foot. Là. Puis, après son parcours à l'ENA, j'imagine qu'il a joué 3 ans, mais ça a été... toutes les universités canadiennes lui ont démontré de l'intérêt pour lui offrir un scholarship. Il avait fait le camp à Michigan dans le temps. Comme joueur de ligne offensive, là, mais à 6 pieds 3, 2,80, c'était le plus petit de la gang de joueurs qui étaient là-bas sur la ligne offensive. Finalement, il est allé à Concordia, puis complété ses études là-bas. Fait que j'ai comme suivi son parcours, mais après ça, j'ai continué dans le foot là, avec les années, là, toujours avec Laurentine-Lanaudière, là, puis vraiment dans l'Ouest, c'était dans un moment où est-ce que le foot prenait beaucoup d'expansion là, à cause de la popularité là, grandissante avec le retour des Alouettes et tout ça. Mm-hmm. Fait que, moi, j'étais tout le temps dans le coin de Saint-Eustache-Deux-Montagnes, avait un peu notre petite clique, là, mais on jouait contre des équipes qui sont plus basées autour de Rosemère. Après ça, on jouait contre Terrebonne aussi dans l'Est. Là, puis par la suite, j'ai continué dans le foot là, au détriment, mettons, de jouer au hockey ou de faire d'autres sports, mais c'est vraiment le sport dans lequel je me suis le plus investi là, pendant que j'étais jeune. Tu m'avais déjà dit que tu avais joué avec Kevin Régimbald, oui. qui est présentement head coach à l'Université de Sherbrooke. Oui. C'est quand même fou, pareil, comment que le monde est petit. Vous avez joué ensemble très jeune, enfin, vous vous connaissez depuis votre enfance, littéralement. Ben, on a joué ensemble au niveau midget. Pour faire une longue histoire courte, je crois que Reg, au niveau Bantam, avait malheureusement pas été retenu pour les équipes élites quand Laurentine-Lanaudière avait créé ces équipes élites-là. Fait que je pense que l'année que lui était rendu comme éligible pour ça, il n'avait pas été retenu, puis il avait été dans la deuxième équipe, mais il avait clairement sa place dans la première, dans l'équipe plus forte. Là. Puis c'est l'année suivante, le plus au niveau midget, là, qu'on a joué ensemble. Après ça, on a joué contre au niveau collégial. Là. C'était quand même toujours drôle d'avoir notre petite poignée de main secrète, là, puis d'un gars de Vanier avec un gars du vieux qui se font un handshake après un match. Là, c'était comme toujours vu d'un certain regard comme qu'est-ce qu'ils font? T'sais, c'est pas normal. Là. Puis après ça, mais on a été coloc ici là, dans ces premières années. Là. C'est quand même vraiment cool. Tu vois, nous, on s'est connus, on s'est côtoyés quand même beaucoup quand moi, j'étais au Triolet, puis je m'entraînais au Triolet, puis dans mes années à Lennoxville aussi, je m'entraînais là aussi avec Olivier Bissonnette, qui était mon entraîneur à ce moment-là. Puis toi, quand tu coachais là-bas, tu entraînais beaucoup le hockey, si je me trompe pas. Hockey, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je t'avais jamais vu. On s'était croisés. Ouais, c'est ça. On s'avait croisé une couple de fois, mais je t'avais jamais perçu comme un gars de foot, comme quelqu'un qui avait joué au foot. T'as joué à Vanier en plus, gagné un bol d'or. Pourquoi t'avais choisi Vanier? Quand je suis sorti de midget, j'avais plusieurs choix, là. Fait que, j'avais toujours eu au début, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un intérêt d'aller à Grasset. Puis finalement, après ça, il y avait eu John Abbott, il y avait eu le Vieux-Montréal qui avait démontré de l'intérêt. Je me souviens là, d'avoir été dîner avec Marc Santerre dans une activité de recrutement et tout ça. Puis après ça, Vanier était tout le temps là. Puis là, à un moment donné, il y a eu la discussion au niveau financier. Là, à un moment donné, c'est Grasset privé, il y avait le montant des inscriptions qui était vraiment, vraiment plus élevé que d'aller dans un cégep public. Puis dans ce temps-là, c'était comme soit qu'on paye tes sessions ou tu as la possibilité d'être plus indépendant puis d'avoir une voiture. Là, j'étais comme, la voiture est quand même assez intéressante. Puis après ça, j'avais tout le temps caressé, un peu comme plusieurs, là, le rêve d'aller jouer à NCAA aussi. Là. J'étais comme, qu'est-ce qui me permettrait de faire ça? Je voyais davantage d'opportunités avec Vanier. Puis ultimement, c'était aussi le cégep avec un haut niveau de football qui était le plus proche de chez nous. Là. Fait que dans le temps, parce que c'est certainement plus le cas, mais partir de Lorraine puis me rendre à Vanier, si je faisais ça vite,
puis je prenais toutes les lumières vertes là, sur l'Acadie, puis sur Côte-Vertu. Là. Ça prenait 25 minutes, gros maximum, porte à porte. Là. Ah, c'était vraiment pas Fait que, tu sais, j'étais pas si pire. Là. C'était plus que ça quand c'était les heures de pointe. Là. Mais, tu sais, ultimement, c'était ce qui me permettait, tu sais, de conjuguer un football de haut niveau, puis d'avoir aussi des études en anglais. C'est ce qui m'a amené à choisir Vanier. Là. C'est quand même vraiment cool, surtout le fait que tu as vécu un bol d'or avec Vanier. 2, en fait. T'en as gagné 2? On a gagné un, mais on a perdu un aussi. 2005, on l'a perdu, celle-là. Celle-là, c'était tough. Ah ouais? Fait que, le bol d'or que Reg a gagné avec le contre vieux Montréal, vous? c'était contre nous autres. No way! Ouais. Intéressant ça. Tu sais, là, je le sais, là, mais probablement quand il m'en avait parlé, tu sais, j'avais pas fait les liens, je connaissais pas ça, mais quand même vraiment hot. C'est des grosses années à Vanier dans ce moment-là. Tu sais, c'était l'arrivée aussi de Coach Pete. Là. Fait que tu avais des joueurs comme des joueurs étoiles. Là. Fait que tu sais, moi, Marco Brouillette, c'était notre QB. Après ça, c'était Liam Mahoney qui était là. Puis tu sais, quand tu dis que Miles Gibbon était comme le troisième, deuxième ou troisième corps arrière. Après ça, tu sais, Corey Watson qui était là, qui a eu une carrière professionnelle. Quand j'avais mon casier, puis c'était un peu unusual là, d'être une recrue puis d'avoir un casier tout seul. Là. Fait que, puis à un moment donné, Christian Matt qui était à côté de moi qui me regarde puis fait comme t'es tout seul dans ton casier, t'es supposé être 2 comme recrue. Là, puis fait comme ok, je le dirais pas. Là. Fait que c'était ça. J'ai côtoyé ces gens-là. Fait que Christian Matt. Quand tu regardes notre année de bol d'or en 2006, sur les 12 joueurs défensifs, on est 11 à avoir joué soit U-Sport, NCAA, puis plusieurs qui sont rendus professionnels après. Là. À l'offensive, t'en as eu aussi. Là. Fait que c'était des grosses années. Fait que quasiment un peu le tremplin ou la base là, de ce que Vanier a été pendant 15-20 ans par la suite. Là. Wow, OK. J'étais pas au courant de ça. Là. Parce que moi, je connais... Je sais que Vanier a toujours... toujours. Je sais, en tout cas, moi, mettons les gens de mon âge, ma génération, puis peut-être un peu plus vieux, on connaît Vanier comme étant une rivalité un peu. J'étais allé à Knoxville, une rivalité entre les Knox, Vanier. Exact. On la connaît, cette rivalité-là. Mais je connaissais pas cette partie-là de Vanier qui est vraiment, vraiment hot. Est-ce que c'est à Vanier que ta passion un peu pour le corps humain, l'entraînement est arrivée? Mais au début, j'avais toujours eu... en fait, le déclic que j'ai eu avec la préparation physique, c'est arrivé dans les années du Challenge Wilson. Là. Fait qu'il y a une des années que je jugeais avoir ma place, mais que j'ai trouvé ça vraiment tough, là, le camp de sélection. Là. Puis, ça avait été un... Mettons, ça avait piqué mon orgueil. Là. Fait que j'étais arrivé un petit peu pas assez préparé. Puis on avait eu des activités de conditioning, puis c'était vraiment tough. Fait que pas avoir été sélectionné avait laissé une petite trace, puis après ça, je me suis dit, regarde, je vais même m'abonner dans un gym. Fait que en habitant à Lorraine, sur la Rive-Nord, il y avait un gym dans ma ville. Là. Fait que je montais au centre commercial, là, puis le gym était au 2e étage. Fait que commence à t'entraîner. Puis il y avait un gars qui faisait les programmes, c'était un kinésiologue aussi, là, il étudiait à l'Université de Montréal. Fait que ça a comme... J'ai comme gravité, puis j'étais au courant de ça, mais j'étais encore pas... Je connaissais pas nécessairement la profession de kinésiologie à ce moment-là. Fait que j'avais tout le temps l'intérêt d'aller plus en physiothérapie. Puis ma première année à Vanier, ça a été vraiment un eye-opener puis un choc en même temps. J'ai toujours été un bon étudiant. Puis ça a été vraiment tough, ma première année en sciences nature là, à Vanier, là, en Health Sciences. Là, le nombre de cours, puis... La majorité des cours à Vanier, tu peux les choisir. Fait que tu crées ton propre horaire, sauf la première année. Puis dans le domaine des Health Sciences, le choix de ton horaire était très, 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 très restreint. Fait que moi, la première année, je me suis retrouvé à 4 jours sur 5 à avoir des cours à 8h30 le matin. Je suis comme, OK. Fait que pour partir de chez nous puis arriver à temps à mon cours, il fallait que je sois parti de chez nous à 6h15 le matin. Mais on avait les pratiques le soir, ce qui implique une fois que la pratique finit, tu t'en retournes. Fait que là, tu as tes devoirs à faire. Fait que ça avait été vraiment tough. Puis tous mes cours de sciences, je les ai passés sur la fesse. À un moment donné, j'avais été voir Coach Pete, puis j'étais comme, genre, coach, je suis dans le trouble. Là. Je dis, je pense pas que je vais être capable
de passer mes cours de sciences, qui étaient physique, maths puis chimie. Puis en plus, le lundi, je les avais back-à-back. Là. J'arrivais en chimie, puis je dormais dans le cours. Là. Puis mon cours de maths, je comprenais rien. Le prof, c'était un scientifique, là, mais un vrai scientifique. Là. Fait que, pour lui, il était comme, t'es supposé, si tu comprends ça, le reste va bien aller. Même qu'à un moment donné, pendant un examen, il nous avait dit, pour tel numéro, faites ça, ça va vous aider dans le reste de votre démarche. Puis j'étais comme, ça m'aide pas plus. Fait que j'ai passé, je me souviens, 61, 62, 63. Fait que quand j'ai commencé ma deuxième année à Vanier, j'ai genre switché de programme. Je me suis en allé en sciences humaines, mais ça l'impliquait aussi que j'étais peut-être pas pour être en mesure de rentrer en physiothérapie à l'université. Fait que c'est là que kinésiologie devenait un peu ma principale option. Fait que si je m'en allais à Sherbrooke, j'étais déjà accepté en kin. Puis après ça, il y avait tout le temps McGill aussi qui était comme mon deuxième choix, ou du moins un des deux choix avec lesquels je jonglais. Mais là, je pouvais pas rentrer en kinésiologie parce que techniquement, j'avais un autre deck, mais des cours de sciences. Parce que j'avais tout fait mes cours de sciences. Puis là, j'ai juste pas été accepté, mais ils m'acceptaient en éducation physique. Puis j'étais comme, moi, je veux m'en aller en kin. Je veux vraiment m'en aller à travailler avec des athlètes. Fait que c'est là de mon intérêt après ça de m'en aller en kinésiologie, puis ça a facilité aussi mon choix de venir à Sherbrooke. Fait que pour rentrer en kin, à ce moment-là, je sais pas si ça a peut-être changé, là, mais pour rentrer en kin, en fait, tu as été capable de rentrer en kin parce que tu as fait tes cours de sciences de base, mettons, si tu peux... Dépendamment du programme puis de l'université, c'était soit que tu avais besoin de ton deck en sciences, mettons Montréal, là, de mémoire, là, il me semble que Montréal, c'était ça. Montréal puis Laval, tu avais besoin de ton deck en sciences si tu voulais entrer en kinésiologie. Mais après ça, Sherbrooke, tu pouvais rentrer avec un deck en sciences humaines. Puis c'est comme ça que j'ai été en mesure de rentrer. Mais j'avais fait je pense, mes 2 cours de bio. J'avais fait toutes mes maths aussi, même si ça avait été vraiment tough. Ma chimie aussi. Là. Fait que j'arrivais avec comme un 10-12 cours là, du domaine des sciences, sciences de la santé, sciences naturelles. Là. Fait qu'au moins, ça m'a comme aidé. Là, mais ultimement, après ça, tu te rends compte que oui, la kinésiologie, c'est un aspect très, très science, mais il y a un aspect humain aussi qui est non négligeable là, dans ce que tu fais au quotidien. Là. C'est quoi exactement la kinésiologie? C'est l'étude du mouvement humain, mais après ça, il y a plusieurs branches. Là, quand moi je suis rentré, il y avait comme 2 concentrations ici à Sherbrooke. Tu avais santé mieux-être puis encadrement sportif. Puis encadrement sportif, ça a été vraiment ma 2e année que j'ai changé de branche ou de concentration. Puis là, c'était vraiment, si tu voulais t'en aller à travailler plus avec des athlètes, on avait comme 3 cours de méthodologie de l'entraînement, on avait 2 cours de planif, tandis que dans santé mieux-être, tu avais 2 cours de métho, 1 cours de planif, mais tu avais des cours santé dans le milieu de travail ou des choses comme ça. Là. Puis après ça, il y avait un aspect de gestion aussi là, que tu avais en encadrement sportif. Là, un cours de... Si ma mémoire est bonne, c'était avec un des anciens directeurs du centre sportif. Là. Fait que lui, c'était vraiment tout l'aspect management, gestion. Là. Fait que travailler avec un budget. Des choses, des responsabilités que tu pourrais avoir comme gestionnaire dans un programme sport-études, par exemple. Tu sais que c'est pas juste de l'entraînement ou du coaching, mais que tu as l'aspect gestion qui est dans ce que tu dois faire au quotidien. Là. Ouais, je comprends. OK, fait que dans le fond, c'est ça. C'est pas nécessairement que de l'entraînement non plus. Puis entraîner, là. Non. OK, c'est ça. T'étudies le corps humain, t'étudies comment il bouge, mais de la façon comment les cours sont donnés, c'est aussi pour te permettre... En fait, comment je vais formuler, c'est que moi, on m'avait déjà dit que les gens en kinésiologie, mettons, aujourd'hui à l'université, ils sont beaucoup montrés à un peu... Ben, ils prennent des cours en gestion parce que, veut pas, ça les pousse à aller soit à se lancer comme travailleur autonome ou justement aller dans des places comme... en fait, finir gestionnaire ou directeur d'une place qui a rapport avec le sport, en gros. Fait que, je pense que... Tu as différentes possibilités. Tu pourrais travailler comme préparateur physique ou comme kinésiologue, puis être vraiment là, sur le terrain avec différentes populations. C'est vraiment ça que tu aimes. Mais il y en a qui vont être intéressés par l'aspect gestion. Fait que tu as tout le temps cette possibilité-là. Puis par la suite, tu peux te spécialiser. Tu peux travailler dans un milieu de sport-études au niveau du coaching, mais tu peux travailler dans un
avec une population vieillissante, des choses comme ça, tu peux travailler dans le milieu du travail puis être vraiment kinésiologue, mais dans différentes organisations, dans différentes entreprises. Un de mes cousins travaille chez Ubisoft. Là, fait que, je me souviens d'avoir passé une entrevue avec Ubisoft parce qu'ils ont des installations qui permettent l'entraînement pour leurs employés, mais il y a 1 ou 2 kinésiologues qui sont là tous les jours pour faire les programmes d'entraînement personnalisés ou superviser des cours de groupe ou des activités de groupe aussi. Là. Ah ouais, c'est quand même vraiment hot. Fait que tu peux finir dans une entreprise privée, mais qui, mettons, l'entreprise offre des services d'entraînement où est-ce que le kin peut venir pour gérer, mettons, les entraînements et tout ça. Oui. Ah, fait c'est très vaste. Ouais, c'est ça. C'est quand même très large. Je savais pas que c'était de même. Tu as fait ta maîtrise en physiologie de l'effort. Oui. Puis, tu as fait une recherche où, écoute, tu me corrigeras, là, Oui. mais sur l'échelle de perception de l'effort pour quantifier et moduler la charge d'entraînement en football universitaire. Oui. C'est quoi tout ça, ces mots-là veulent dire? Puis c'était quoi les résultats? Mais mettons, là, tu remontes à 2000. J'ai été gradué du bac en kin ici à Sherbrooke en 2010. Puis à la suggestion d'une personne qui a été très influente dans mon parcours, Martin Roy ici, c'était comme, si ça tente d'aller à la maîtrise, trouve au moins le sujet qui va t'intéresser. Pars pas là, tout de suite là, à t'inscrire à la maîtrise en sachant pas trop quels sont tes repères ou les sujets qui t'intéressent. Fait que, j'ai pris un petit peu de temps, là, quelques mois. Mettons, j'ai gradué en décembre, puis je me suis inscrit en septembre de l'année suivante à la maîtrise. Fait que ça m'a donné le temps là, de me trouver un sujet qui m'intéressait. Puis, la charge d'entraînement où c'était un sujet très en vogue à ce moment-là. Puis, là, tu voyais quelles sont les différentes méthodes que tu peux utiliser pour essayer de quantifier la charge, dont l'échelle de perception d'effort de Borg. Là. Fait que là, tu en as comme plusieurs. Là, de 6 à 20, c'en est un. Le modifié de 0 à 10 en est une. Puis tu as le 0 à 100. Là. Fait que, entre autres. Là. Puis c'était un moment où est-ce que j'avais choisi l'UQAM parce que ça me permettait de travailler aussi à temps plein. Fait que, j'avais déjà eu un poste à l'université McGill. Fait que, j'avais commencé avec les équipes de basket masculin et féminin. Puis après 1 an, le football s'est ajouté à ma charge. Ma boss était la conjointe du head coach de l'équipe de foot. Oh, nice. Fait que, c'était quand même après ça, facile d'avoir des contacts avec eux. Puis de voir un petit peu comment ils faisaient leur préparation physique. Puis voir un petit peu comment je pouvais contribuer. Fait que là, ça me permettait de travailler à temps plein en étant à l'UQAM, puis après ça, de mettre en place des différents projets avec les joueurs. Puis à un moment donné, c'était qu'est-ce qui peut fonctionner, mais essayons d'aller quantifier un petit peu quelles sont de la perception de l'effort dans différentes activités. Fait que, on s'est vraiment focusé sur les activités en salle de musculation. Puis, souvent, ce que tu vois, c'est que techniquement, une séance d'entraînement où est-ce que tu vas privilégier l'hypertrophie musculaire ou l'endurance musculaire avec plus de répétitions, moins de charge, techniquement, devrait être plus facile à réaliser ou la perception d'effort devrait être moindre. Mais avec les gars de foot, c'était le contraire. Là, parce que tu les sortais de leur zone de confort. Là. Fait que eux autres étaient habitués là, de faire des séances très exigeantes avec des charges lourdes pour très peu de répétitions. Là. Mais là, tu les amenais dans un tout autre registre de répétitions puis d'exercices. Puis t'es comme, ça, c'est tough. Là. Fait que eux autres, leur perception d'effort était comme directement le contraire de ce que la littérature suggérait. Là. Fait que à un moment donné, il faut que tu te rendes compte que sont habitués à faire certains types d'exercices, à utiliser certains types de rep schemes, temps de repos et tout ça. Puis, si tu les amènes ailleurs, que ça peut créer un stress différent, puis ça peut engendrer une perception de l'effort qui est peut-être un petit peu plus élevée ou un petit peu plus difficile que ce que tu pensais comme préparateur physique. Là. Hyper intéressant. Est-ce que dans ce type, mettons, de recherche comme ça, est-ce que, mettons, tu es capable de ressortir aussi quel type d'entraînement peut-être, selon le sport, est peut-être meilleur pour entraîner les gars? T'sais, mettons, au football, on sait qu'on veut tout grossir. Est-ce que vraiment ce que les gars faisaient, c'était vraiment bon pour grossir? Ou vice-versa?
sais, dans les réponses des athlètes à l'entraînement, tu vas toujours avoir des gens qui vont répondre positivement à ce que tu vas leur donner. T'en as qui vont pas répondre du tout, puis il y en a même que ça va être négatif. Là. Fait que il y en a que ça va être un peu detrimental, là, ce que tu vas leur donner en termes de comment tu vas concevoir tes séances. Là. Fait que souvent, au niveau de la perception d'effort, ou tout l'aspect régulation de l'entraînement, tu vas être obligé de faire la collecte de différents types de données. Là. Puis par données, ça peut être le nombre de répétitions qui ont été en mesure de compléter par série. Là. Fait que, mettons, tu dis, la première série, tu leur donnes un 3x10 tout le temps, avec un certain type de charge qu'ils doivent soulever, mais si à un moment donné, après la première, ils sont capables de faire 10, mais après ça, ils crashent par la suite, là, ça te donne une indication. Fait que, les charges qui sont soulevées, les raideurs musculaires, qui persistent aussi, là, fait que t'es comme... T'es pas supposé être super raqué, mais ça perdure dans le temps et ça a une influence négative sur tes autres activités d'entraînement. C'est comme toutes ces sources d'informations-là que ton préparateur physique va devoir comme analyser puis interpréter là, pour savoir si la personne réagit positivement ou négativement à l'entraînement que tu lui proposes. Là. OK, fait que ça reste quand même assez pointilleux. Il faut vraiment que... C'est parce que tu peux avoir des outils qui sont objectifs, mais après ça, tu as du subjectif de l'autre côté. Puis il faut que tu triangules toutes ces sources d'informations-là pour prendre ta décision, là, puis t'orienter sur okay, c'est quoi la prochaine étape. Est-ce que, je vais modifier le training? Est-ce que c'est juste une mauvaise journée? Puis c'est quelque chose qui est normal. Il y a des fluctuations au quotidien là, un peu de l'état, le readiness des athlètes. Là. Fait que, il y a des manières de faire ce suivi-là beaucoup plus objectif puis quantitatif, mais sinon, tu peux le faire de manière qualitative puis subjective en regardant, d'utiliser ton coach's eye, puis après ça, en ayant des interactions là, au quotidien avec ces athlètes-là. Là. Est-ce que ça peut te permettre de, ensuite, mettons, construire tes trainings, mettons, off-season, qui vont t'amener vers la saison? Dans le sens que aujourd'hui, moi, quand je m'entraînais, c'était comme, OK, on commence, mettons, c'est une remise en forme. Là, après ça, c'était bon, une perte de force. Après ça, ça va être plus de la vitesse. Est-ce que, en étudiant ça, c'est un peu où est-ce que tu voulais aller, essayer de comprendre les... tu te rends compte qu'éventuellement, c'est comme préparateur physique, ce que tu viens de mentionner, les différentes phases, c'est ton plan. Là. Fait que, pour moi, c'est ma carte routière. Pour préparer un athlète de foot ou un athlète dans un autre sport, j'ai combien de temps, j'ai combien de semaines entre où est-ce que je suis puis le début d'une compétition ou du moins une compétition importante ou le pic, là, où est-ce que tu veux que l'athlète soit en pleine forme. Après ça, quelles sont les différentes phases, les principaux objectifs. Fait que, moi, je l'apparente beaucoup à une carte routière. Là. Fait que, je suis là, mon point A, c'est mon arrivée, je veux être là, je dispose de combien de temps, puis c'est quoi les options par la suite, c'est quoi les défis, y a-tu des compétitions à différents moments? OK, là, y a-tu une blessure ou y a-tu quelque chose qu'on doit travailler? Fait que, tu planifies l'entraînement, mais après ça, faut que tu sois capable aussi de dire, OK, mais je vais changer parce que je suis en réaction à la situation du moment. Fait que, mettons, avec le foot ici au Vert-et-Or, avec du recul, on a essayé de suivre une périodisation, disons, plus traditionnelle, mais le calendrier d'entraînement qu'on avait, surtout à l'hiver, c'était problématique, là. Avec un camp d'entraînement, si ma mémoire est bonne, c'est au début mars pendant la semaine de relâche. Si je suivais une planification je fais de l'endurance de force, je fais de l'hypertrophie, je fais de la force max, je fais de la puissance, mais j'ai pas assez de temps pour faire ces différentes phases-là. Fait qu'il fallait comme un peu tout faire. Puis à un moment donné, tu te dis, faut que je fasse de la force avant de faire de la puissance. Puis là, tu le rushais un petit peu. Puis t'es comme, finalement, les gars ont des petites douleurs au niveau du dos, t'sais. Fait que ça, c'était quelque chose qui arrivait beaucoup. Fait que tu peux le planifier, mais après ça, il faut que tu sois capable de réagir à l'information que les gars vont te donner au quotidien. Là. Fait que c'est là que d'avoir une stratégie de planification puis de régulation devient super importante, là. On va en reparler de ça parce que c'est hyper intéressant. Puis j'ai préparé quelques questions justement à propos de ça. Tu as décidé de faire un PhD en éducation sur l'utilisation des données de la charge d'entraînement via la méthode de la séance RPE dans le processus réflexif de
programmation et de régulation de l'intervention sportive d'entraîneurs en football universitaire québécois. Oui. Encore une fois, beaucoup de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une continuité un peu logique du projet de maîtrise. Là. Fait que, la maîtrise, la population qu'on étudiait, c'est les joueurs de foot. Ouais. Fait que là, je me suis dit, regarde, on va regarder l'autre intervenant qui va être clé là-dedans dans la performance d'une équipe. Là. Fait que c'est le coach. Fait que comment est-ce que les données qu'on reçoit de la part des gars, fait que c'était de collecter encore les données de la charge d'entraînement des joueurs. Mais là, c'est comme, OK, je vais la montrer au coach. Puis après ça, c'est quoi leur démarche réflexive quand je leur montre ces données-là? Est-ce que ça vient valider ce que les autres voient ou ce qu'ils veulent faire? Ou est-ce que ça les force à reconsidérer un petit peu leur planification ou leur plan de pratique à différents moments? Là? Fait que dans le fond, c'était vraiment pour voir comment que le coach va s'ajuster vis-à-vis les données que il vous va avez. planifier et réguler son intervention. OK. Est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé par la suite dans les équipes que tu as entraînées? Comme je te disais, il y a différentes manières de le réguler. Là. Fait que, je te dirais qu'avec le foot, j'ai pas retravaillé directement avec le foot une fois que mon projet de doc a été complété. Mais tu viens qu'à un moment donné à savoir à quel moment dans l'année la charge d'entraînement va être beaucoup plus importante. Quand est-ce que tu dois un petit peu reculer, réduire cette charge d'entraînement-là parce qu'il y a des compétitions qui arrivent. Puis en fait, il y a même des moments donnés où est-ce que tout ce que tu lis sur la charge d'entraînement, ça fait juste comme aucun sens. Là. Puis habituellement, tu sais que ça doit être progressif. Tu suis les principes d'entraînement de spécificité, progression, surcharge, réversibilité, puis variété. Là. Puis tu te dis, si j'ai une compétition dans 3 semaines, je dois quand même augmenter la charge d'entraînement pour stimuler les adaptations sur le niveau physique, physiologique. Puis après ça, je diminue parce que je veux pas que la fatigue vienne agir sur la performance à la compétition. Mais avec une athlète en patin de vitesse, son contexte d'entraînement ou son contexte de stage au niveau de la faculté de médecine était tel qu'on pouvait pas se permettre ça. Là. Il fallait quasiment tout le temps être dans le tapis là, parce que de la manière elle faisait ses stages toute la journée, puis après ça, elle s'entraînait. Fait que je suivais, mettons, ses journaux d'entraînement, puis là, je voyais, mettons, telle activité, c'est quoi la durée, c'est quoi sa perception d'effort, fait que quelle est sa charge d'entraînement pour cette activité-là. Puis on était quand même, dans une phase où est-ce que elle était pas supposée performer, là, parce qu'il y avait comme, de la fatigue, puis on était comme pas rendu là non plus, là, au niveau de sa préparation. Mais c'était comme, c'est la réalité, là. C'est sa réalité à elle, où est-ce que il y a une certaine charge physique, cognitive, qui est associée à son stage, puis qu'il fallait quand même qu'elle pousse à l'entraînement, là. Puis elle dit, tu sais, je vois dans ton journal là, que t'es allé courir à 10h le soir. J'étais comme, elle dit, j'ai pas d'autre temps. T'sais. Si je veux rentrer à un entraînement pour me préparer pour la compétition à Montréal ou à Salt Lake dans 2 semaines, faut que je le fasse à 10h. Je suis comme, ta fin de semaine, c'est supposé être tes journées de récupération. Et comme, je peux pas faire mes autres entraînements dans la semaine, faut que je squeeze des two-a-days le samedi puis le dimanche. Fait que tu sais, t'as comme ta réalité, ton idéal, puis après ça, c'est quoi la vraie réalité, là? Puis t'es comme, on va s'ajuster, là. Fait que après ça, c'est là que t'as ta modulation. Puis c'est là que t'as ta régulation aussi. Puis il faut que tu fasses tes ajustements. Fait que des fois, tu vas comme travailler à une échelle un petit peu réduite, là. Fait que des fois, tu te dis, OK, je vais t'envoyer tes trainings à chaque semaine. Au lieu de te dire, je te fais un training, puis fais ça pendant les 4 prochaines semaines. Fait que des fois, ton intervalle sur lequel tu vas travailler va être réduit. Puis même des fois, tu vas travailler à 1 à 2 séances d'avance. C'est là que tu rentres dans des trainings qui sont beaucoup plus personnalisés, mais aussi c'est que ça te permet, d'aller chercher ta plus grande performance dans justement la réalité. Ce que je comprends, là, en gros, parce que veux pas, c'est ça que tu veux quand tu es un athlète de haut niveau. Puis si là, l'exemple que tu donnais de l'athlète de patinage de vitesse
faut que tu comprennes que c'est un processus aussi. Fait que, tu sais, il y a des moments donnés où est-ce que ça va super bien aller. Il y a d'autres moments donnés, tu sais, que ça va être tough, mais faut pas que tu perdes de vue que tu as différents objectifs à réaliser, puis tu es sur le chemin pour y parvenir. Fait que, tu sais, c'est là que tu vas avoir tes différentes embûches, là, que ça soit une blessure, que ça soit genre un stage qui est super exigeant sur le plan cognitif ou sur le temps que ça te demande puis que ça va avoir une influence sur ta performance, mais peut-être que c'est quelque chose qui est temporaire puis après ça, mais une fois que ça s'est passé, ben là, tu vas être capable de mettre plus de temps et d'énergie dans ton entraînement puis ça va être bénéfique. Là. J'ai reçu Louis Leclerc sur le podcast. Il m'avait parlé d'une étude parce qu'il a été entraîneur, préparateur physique un peu pour le Vert et Or. Il m'a parlé d'une étude que tu as fait avec quelques partenaires. Vous avez analysé les déplacements des joueurs de football sur le terrain. OK? J'aimerais que, vu que tu es là, tu m'en parles. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous aviez essayé d'analyser? Qu'est-ce que vous avez vu? Tu sais, si on essaie de faire un bon résumé, mettons. Oui, mais je t'avais conté la genèse de ce projet-là. Là. Fait que, justement, là, c'était des contacts. Là. Fait que, à un moment donné, l'intérêt au niveau des GPS, puis une question là, de l'entraîneur à l'époque qui était là, c'était Dave Lessard, qui dit, j'aimerais ça être capable de mieux gérer mes porteurs de ballon, au niveau de la fatigue, puis... Fait que là, tu essaies de trouver une solution pour répondre à cette situation problématique-là. Puis là, tu te dis, peut-être que l'utilisation de GPS pourrait être utile. Puis le but, c'était vraiment de créer une métrique à la Madden, là, puis de savoir c'est quoi le statut du joueur après 3-4 jeux comparativement à son plein potentiel. Puis, es-tu capable de faire des changements avec cette donnée-là supplémentaire là, pour t'aider dans ta prise de décision? Fait que c'est un projet ambitieux. Là. Fait que on avait comme loué des unités GPS avec la compagnie StatSports. Puis là, on installait nos antennes là, dans le stade extérieur. Puis on avait nos GPS, notre ordinateur. Puis là, t'es comme, OK, on a toutes ces données-là qui rentrent. Je pense que c'est quoi? C'est 10 Hz, fait que 10 données à la seconde pour le GPS. L'accéléromètre, c'était 100 points de données à la seconde qui rentraient. Puis là, t'es comme, faut que je recueille de la donnée. Il faut que je la vois qui rentre dans mon ordinateur, sur mon tableau de bord. Il faut que je l'analyse, je l'interprète, que j'envoie l'information au coordonnateur pour qu'après ça, il décide ou il envoie l'information au coach pour qu'il décide de faire sa substitution. Genre en dedans de 20 secondes. On s'est rapidement rendu compte que c'était comme pas possible dans le temps qu'on avait. Là. Fait que là, on a comme jeté à la poubelle ce projet-là de créer cette métrique à la Madden. Fait que là, on s'est dit, on va juste faire une analyse puis une description de ce qui se passe pendant les séances, puis les séances d'entraînement, puis pendant les matchs. Fait que vraiment, là, les gars avaient comme les capteurs GPS en dessous de leurs épaulettes, là, entre les omoplates. Quand on recevait toutes ces données-là, puis là, t'es comme, OK, ben, aujourd'hui, tel joueur à telle position... c'est quoi la demande en termes de distance totale parcourue, après ça, différents thresholds, différents seuils de vitesse, les nombres d'accélération, le nombre de décélération. Fait que, des fois, on s'est même rendu compte qu'on a tel joueur qu'aujourd'hui, pratique d'unité spéciale, vient de se claquer un kick-off puis il a couru 70 verges downfield. Là. Puis t'es comme, OK, on n'a jamais couru 70 verges downfield dans notre préparation estivale. Là. Fait que, ça a été un peu un reality check de voici les exigences du foot au niveau universitaire, puis comment qu'on devrait préparer les joueurs. Puis après ça, c'est quoi le workload? C'est quoi le nombre de répétitions qu'ils doivent prendre à l'entraînement pour la course? Après ça, c'est quoi les distances totales parcourues? On avait un joueur qui avait une distance totale parcourue pendant un match à McGill, genre d'au-delà de 10 km. Là. What? Fait que tu te dis, genre, lui, il marche, il jogue, puis il court pour un total de 10 km dans un match. Là. C'est comme, il faut qu'il court. Il n'aura pas le choix. Sa préparation estivale, hors saison, doit inclure un important volume de course. C'est comme un peu comme... Tu penses que les joueurs de foot doivent juste faire des sprints, puis de l'haltéro, puis des efforts très courts sur des courtes distances. Là. T'es comme, dépendamment de la position, peut-être, mais à d'autres positions, non. Fait qu'on s'est vraiment rendu compte de ça. On a eu peut-être une petite analyse un petit peu plus globale là, de c'est quoi les exigences. Là. Surtout les positions où est-ce que tu devais porter le ballon. Là. Fait que, c'était des receveurs, c'était des porteurs de ballon impliqués à ce moment-là là, dans un peu le schéma offensif de l'équipe. Là.
l'affaire qui est le fun, c'est que, tu sais, via, ben, pas l'erreur, mais, tu sais, sans le savoir, ça vous a amené quand même à, ben, bonifier un peu le programme de foot. Parce que ça vous a pris d'analyser aussi, ben, comment on peut préparer après ça les joueurs, puis vous avez modifié vos trainings par après. Fait que c'est quand même vraiment cool. Penses-tu qu'aujourd'hui, avec AI, vous auriez été capable, en temps réel, maintenant, aujourd'hui, avec où est-ce qu'on est rendu avec l'intelligence artificielle, de pouvoir créer ce fameux metric-là de stats à la Madden? Ben, ça fait quand même un petit bout là, tu sais, que je me suis pas mis dans le nez dans des technologies comme tu sais, Catapult, Stats, puis Stat Sports, puis tu sais, savoir où est-ce qu'ils en sont rendus. Là, tu sais, quand on a fait ce projet-là, c'était 2016-2017. Là, fait que, tu sais, ça remonte déjà à 10 ans. Là, fait que tu as eu beaucoup Ouais, c'est d'avancées là, technologiques là, à l'intérieur de 10 ans. Là. Ça va très vite. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en serait, je sais pas. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être capable de t'aider à cruncher un plus grand nombre de données ou du moins essayer de ressortir des analyses là, avec des tendances et tout ça, là, mais à voir. Je pourrais pas te donner une réponse, mais ça mérite d'être exploré. Là. Est-ce qu'avec toutes ces recherches-là que tu as fait, ça t'a permis de découvrir des mythes sur l'entraînement? Ou écoute, je te dis ça de même, mais est-ce que, tu sais, aujourd'hui, il y a sûrement des mythes que tu connais que, ben, sont probablement pas vrais ou peut-être vrais au même au titre de l'entraînement? Dans un sport en particulier ou plus en général? Écoute, c'est plus facile de répondre en général. Mais tu sais, mettons, je reprends l'exemple du foot, tu as tout le temps le bigger, stronger, faster. Là. Fait que, oui, par position, là, mais je pense pas qu'au niveau universitaire, c'est quelque chose que tu dois absolument rechercher. Il faut que tu sois capable d'être fort, oui. Bigger, ça dépend. Je sais qu'un porteur de ballon, c'est quand même lui qui expérimente le plus de forger lors des impacts là, à cause de la combinaison là, de vitesse puis la distance qu'il parcourt avant un impact, avant une collision. Fait que, oui, il faut qu'il y ait une certaine disons, masse musculaire pour agir comme armure, là. Mais je pense qu'un joueur de foot doit avant tout être rapide, très efficace dans ses changements de direction, puis être capable de répéter des efforts de haute intensité sur une longue période. Là. Encore, je reviens un peu à des exemples là, au niveau collégial et au niveau universitaire. Le premier match, là, je pense que c'est 2017, qu'on avait joué à Laval, il y avait certains joueurs qui avaient joué là, genre 80-90 jeux. Là. Quoi? Fait que là, tu joues sur toutes les reps en défensive, tu fais toutes les reps sur les teams, puis t'es comme, faut que tu cours. Là. Puis notre barème un peu qu'on avait, ou notre référence, c'était le volume de course que Raymond Veillette donnait dans les 10-10 aux gars du Rouge et Or à cette époque-là. C'était 6 séries de 10 répétitions, de 10 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Puis on se disait, ben, si t'es capable de tolérer une séance comme ça, d'arriver à la fin de ton été puis d'être capable de tolérer cette séance-là, on a fait une bonne job. Là. T'es comme, si t'as 90 jeux, il t'en manque la moitié. Là. T'en manques 30. Oh là. my God. Fait que tu sais, là, t'étais comme, OK, comment est-ce qu'on peut amener ta préparation physique à être beaucoup plus intégrée avec du technique puis du tactique? Fait que là, à un moment donné, on s'était dit, genre, OK, on va essayer comme de structurer nos pratiques collectives, admettons, pendant l'été, en ayant genre des corps. Fait que on savait qu'un match, c'était à peu près une soixantaine de jeux. Fait que là, on se disait, OK, ben, combien de jeux par corps? Après ça, combien de jeux sur une drive qui résulte par un toucher? Fait que là, ça nous permettait après ça d'essayer d'individualiser par position. Fait que les coachs étaient impliqués, mais après ça, on leur donnait les guidelines ou les paramètres. Là. OK, ben, pour ton premier quart, tu vas avoir 3 séries de 5 jeux à faire. Voici ton temps d'effort. Voici le temps de repos que le joueur doit avoir entre chaque répétition. Ça me dérange pas l'éducatif que tu vas leur faire, mais il faut que tu respectes ces paramètres-là. Fait que là, on avait l'aspect conditioning avec le technique. Puis c'était les coachs qui renaient les éducatifs techniques. Mais comme préparateur physique, genre, j'étais un peu comme le head coach qui s'assurait du bon déroulement de la séance. Aïe, c'est fou pareil à quel point vous êtes allé en détail, mais qu'il faut aller en détail pour des choses comme ça, tu sais. Puis aussi, c'est peut-être pour ces raisons-là que des fois, tu sais, je parle pour expérience que j'ai vécue, t'arrives,
Puis première game, ben, tu joues peut-être plus que tu n'attendais jouer, puis t'es essoufflé. Tu sais, le cardio de C'est ton game. game shape, là. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Game shape est différent. Tandis que là, si t'es capable de le prévenir puis de le voir d'avance, ben, peut-être que ça peut t'aider à prendre un step de plus. Tu sais, je jasais avec un collègue la semaine dernière. On a jasé au téléphone pendant 45 minutes. Puis à un moment donné, il me disait, tu sais, il dit, avec ce que les autres font puis ce que les autres proposent comme technologie, il dit, tu sais, je pense qu'on est capable d'avoir un technical conditioning des athlètes, là. Fait que, tu sais, oui, l'aspect de préparation, mais là, d'être capable de réaliser ces mouvements techniques-là puis d'être capable de conditionner ou, tu sais, de les préparer au-delà des exigences des actions techniques dans leur sport, là. Fait que, tu sais, eux autres, ils blendaient genre une espèce de, tu sais, technologie wearables avec le travail de préparation physique, avec le travail technique. Fait que c'est tous des trucs qui sont vraiment intégrés, là. Fait que, tu sais, préparation physique avec le foot, à un moment donné, c'était comme... tu sais, tu fais ton... On faisait nos trucs dans notre corridor, puis après ça, les coachs de foot faisaient, tu sais, leurs affaires. Puis c'était très rare qu'on commençait à merger les deux. Mais tu sais, tu te rends compte que dans un monde idéal, il faut que ta préparation physique, puis il faut que tes entraîneurs techniques, tactiques soient capables de se parler, puis qu'il faut que tout soit intégré. Fait que qu'est-ce qu'on cherche à vraiment optimiser aujourd'hui dans l'entraînement? C'est une bonne question, tu sais. Des fois, on a tendance à penser que, tu sais, juste être le plus près possible physiquement, genre, va te permettre d'avoir du succès comme, tu sais, comme athlète. Mais quand tu regardes la performance, c'est quelque chose qui est plurifactoriel, là. Fait que, tu sais, t'as le physique, t'as le technique, t'as le tactique, t'as le psychologique. Fait que, tu sais, comme coach, tu sais, oui, il y a des affaires que tu peux travailler de manière isolée. Ce que tu fais dans le gym est souvent très générique comparativement à ce que tu vas faire sur le terrain, sur la glace ou sur le court, là. Tu sais, il y a rien de plus spécifique que de pratiquer ton sport. Fait que, tu sais, à certains moments donnés, c'est d'être capable de dire comme préparateur physique ou comme entraîneur, OK, ben, quand est-ce que je dois mettre plus d'accent sur ce qui s'en va ou ce qui tend à s'en aller vers le plus spécifique? Quand est-ce que je mets plus d'efforts ou de temps ou d'énergie sur ce qui est plus générique? Puis d'être capable de blender tous ces différents déterminants-là de la performance. Tu sais, c'est plus juste de travailler le physique, c'est d'être capable de dire que le physique influence le technique influence le tactique, puis qu'après ça, ben, tu sais, si sur l'aspect tactique, il y a quelque chose que tu n'es pas capable de faire, oui, c'est peut-être une lacune physique, mais c'est peut-être aussi quelque chose sur le plan psychologique. Puis il faut que tu ailles à investiguer, là. Puis ça, c'était un présentateur en Afrique du Sud quand j'étais allé là-bas, peut-être une dizaine d'années, qui a parlé de ça dans un de ses podcasts. T'sais, il dit souvent, comme entraîneur, tu vas regarder une situation problématique de ton propre point de vue. Fait que si tu es préparateur physique, tu vas t'intéresser à l'aspect physique. Si tu es coach, si ton expertise est technique, tu vas regarder ça de ton point de vue d'expert technique. Mais c'est peut-être pas ça que l'athlète a besoin. Puis dans l'exemple que lui donnait, c'était avec un athlète en cricket de haut niveau en Inde. La discussion qu'il y avait, c'était comme, ben, moi, c'est psychologique. Fait qu'il dit, t'as beau m'arriver avec tout plein de correctifs pour corriger ma technique, l'améliorer ma technique, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, il fallait que je travaille sur ma confiance en moi. Fait que c'est d'être capable d'apprécier tous ces déterminants-là de la performance, puis de savoir c'est quoi ta propre contribution. Puis quand est-ce que tu dois aller voir un autre spécialiste ou un autre professionnel pour aider l'athlète dans ça, pour qu'il puisse atteindre cette performance-là. T'as-tu des trucs simples qui pourraient être applicables, mettons, maintenant pour peut-être un coach, un athlète qui nous écoute présentement? Tu sais, là, t'es beaucoup dans la théorie, mais mettons, si on va plus dans le côté pratique, quelques trucs peut-être faciles comme ça, si t'en as qui te viennent en tête? Une bonne question, ça. Je te dirais des trucs. Au niveau de kin, comme préparateur physique, c'est de savoir que toutes les différentes qualités musculaires, les différentes filières énergétiques vont être sollicitées à différents niveaux dans ta pratique de ton sport, là. Fait que pour moi, faire différents body splits ou des choses comme ça, ou focusser sur
une qualité physique à un certain moment donné dans ton année, ça fait beaucoup moins de sens, là. Fait que, tu sais, moi, je vais essayer d'entraîner, tu sais, ces différentes qualités physiques-là. Je vais penser plus en termes de mouvement aussi, puis en termes de posture. Puis après ça, tu sais, d'être capable de dire, ben, tu sais, de faire le lien là, entre ce que je fais au niveau de ma pratique sportive. Là. Tu sais, dans quelle posture je vais devoir me retrouver. Tu sais, que ça soit au volleyball, ben, quand tu fais ton service ou tu fais ton attaque au filet, ben, tu es en extension. Fait que, tu sais, une grande posture en extension avec de la rotation. Fait que, tu sais, quels mouvements vont me permettre de me préparer à me retrouver dans ces positions-là. Fait que, tu sais, mettons au niveau de une position d'atterrissage. Fait que, tu sais, oui, je peux avoir du squat, mais je peux avoir de la pliométrie aussi. Puis par la suite, ben, c'est d'être capable de progresser au travers de tes exercices pour te rendre là, qui vont te permettre d'exprimer ces différentes postures et ces différentes shapes-là. Tu sais, souvent, c'est quoi les erreurs plus courantes que les équipes peuvent commettre quand ils viennent le temps de s'entraîner pour les matchs importants ou même durant les off-season, tu sais? Ben, mettons, c'est sûr que si t'as pas entraîné, mettons, tes athlètes à, mettons, tolérer l'intensité ou le nombre de répétitions qu'ils vont faire à l'entraînement, tu les as pas peut-être préparés adéquatement. Là. Un des exemples que tu peux avoir, tout ce qui est foot ou les sports collectifs, ce qu'on appelle les field sports, c'est soccer, rugby. Si t'as pas couru sur des longues distances à pleine vitesse, ben t'es plus à risque de te blesser au niveau de tes ischio-jambiers, juste parce que t'as pas préparé ce groupe musculaire-là à tolérer ce type d'effort-là. Ça, c'est des discussions qu'on avait déjà eues dans le passé là, avec des thérapeutes, mais il y avait eu l'exemple à un moment donné là, de Michael Vick quand il était avec les Eagles à Philadelphie. Là. On avait participé à une formation avec leur préparateur physique dans le temps, puis il disait, on n'a pas été capable d'entraîner Michael Vick pendant une semaine à courir sur des longues distances à cause de sa blessure à l'ischio-jambier, parce qu'il était comme un petit peu plus comme dans un mode prévention. Puis il dit, ben, on est arrivé en match, à un moment donné, il est arrivé une situation, puis il a été obligé de scramble out, puis il a couru à haute vitesse sur une longue distance, sauf qu'il n'avait pas fait à l'entraînement, il s'est claqué. Il dit, à un moment donné, on a eu un autre joueur qui n'avait pas pratiqué de la semaine. Il dit, on a eu un blessé quelques jours avant un match important. Ça a été obligé d'être ce gars-là qui l'a remplacé, mais il n'était pas prêt physiquement pour le match. Puis il s'est blessé en courant sur une longue distance et blessé à l'ischio. Fait que, tu sais, manquer de ne pas faire tes devoirs et de savoir quelles sont les exigences du sport, là. T'sais, ça peut être très dommageable, là. Surtout, mettons, au niveau de l'ischio-jambier, tu sais que si tu as une blessure, c'est le facteur de risque numéro 1 d'avoir une récidive. Là. Fait que d'être capable de prévenir ça, puis capable de faire ton analyse du sport va être super important. Là. C'est très intéressant. Fait que quand tu deviens préparateur physique ou quand tu es un préparateur physique, ça doit être quand même dur, par contre, d'entraîner plusieurs sports en même temps. Parce que chaque sport se ressemble pas vraiment. Tu as des similarités entre les sports. T'sais, si tu regardes la littérature au niveau de l'éducation physique, ils vont catégoriser ça en étant les sports d'invasion. Fait que le hockey, le foot, le soccer, le rugby, basket, des sports d'invasion. Après ça, tu as les field sports. Fait que tout ce qui est cricket, baseball. Après ça, tu as les wall and racket sports. Fait que c'est tennis, badminton, racquetball. Puis après ça, c'est les sports au niveau de précision. Là. Fait que c'est comme le golf, des choses comme ça. Fait que ils ont toutes certaines similarités au niveau du type d'action pour avoir du succès. Là. Fait que d'être capable de pénétrer la zone de l'adversaire, puis d'être capable de marquer des points, exemple, pour les field sports. Puis après ça, ben, fait que si tu as ça, ben, tu sais que il va devoir courir, il va y avoir des changements de direction. Fait que même au hockey, la même chose. Là. Fait que toutes ces activités-là qui sont propres, sont présentes dans ces sports-là. Fait que tu vas pouvoir regarder des mouvements comme le squat, single leg squat, des fentes dans plusieurs directions, de la pliométrie dans différentes verticales, horizontales, diagonales et tout ça. Fait que ça va faire partie de ton répertoire d'exercices puis de méthode d'entraînement, mais après ça, il y a peut-être des spécificités
propre à un sport en particulier. Fait que, tu sais, le foot a ses particularités. Après ça, au hockey, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin d'être aussi gros qu'un linebacker, là, parce que c'est pas le but, le but du sport, le but de la game. Même chose après ça au soccer. Eux autres doivent être capables de jouer pendant 90 minutes, là, deux demi de 45. Les actions sont pas pareilles. Ils vont courir 13, 14, 15 km pendant un match. Là. Mais ils doivent quand même être rapides, très, très explosifs, efficaces dans leur changement de direction. Fait que, quand tu regardes ces actions-là, tu peux quand même faire des transferts d'un sport à l'autre. Là. Fait que, ça devient quand même facile de cibler quels exercices je vais être en mesure d'intégrer dans une séance d'entraînement pour ces athlètes-là. Parce qu'ultimement, si tu veux développer ta puissance musculaire, il faut que tu sois capable de réaliser ces mouvements-là avec une production de force, avec de la vitesse. Fait que, ça peut être de l'haltéro, ça peut être de la plio, des lancers de mètre-balle et tout ça. Fait que, je peux l'utiliser dans les différents sports. OK, fait que ça veut dire que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire là. Ça veut dire que je ne savais pas qu'il y avait classé un peu les types de sports en catégories. Fait que, parce que, tu sais... Mais je vais donner un exemple, puis excuse de t'interrompre, mais c'est regarde un QB, là. Un QB au foot, là. Beaucoup de similitudes avec un lanceur au baseball. Mm-hmm. Puis après ça, si tu regardes au volleyball, là, le serveur, là, c'est un overhead athlete, là. Tous les athlètes au volley, là, à part le libéro, là, ils ont tout à faire des actions au-dessus de leur tête. Fait techniquement, ils deviennent des overhead athletes. Après ça, tu regardes un nageur, il doit travailler au-dessus de sa tête aussi. Fait que tu peux regarder à travers différents sports, différentes positions. OK, ben là, il y a des similitudes. Fait que je vais être capable d'aller regarder ce qui va se faire chez la préparation physique avec des athlètes en volleyball. Puis il y a peut-être des éléments qui vont être intéressants aussi que je pourrais appliquer avec un corps arrière au foot ou avec un lanceur au baseball. OK, hyper intéressant. Fait que, tu parlais, mettons, du volleyball. Moi, naturellement, quand tu as parlé de ça, je me suis dit, les équipes de basket, les joueurs de basket, dans ma tête, si tu regardes un peu les mouvements que le volleyball fait, mettons, il y a quand même des similitudes un peu. C'est la façon comment ils se déplacent, la façon comment ils vont sauter, la façon comment ils vont attaquer. Fait que c'est intéressant. Fait que dans le fond, ce que tu me dis en ce moment, c'est que les sports, il y a des catégories de sport. Chaque sport, il y a des sports qui se ressemblent. Puis après ça, quand tu arrives pour te spécialiser, là, c'est là que tu peux aller chercher certains points dans d'autres catégories ou d'autres sports qui se ressemblent. Dans la littérature, tu as aussi le concept des donor sports. Là. Fait que tu as des habiletés que tu vas développer dans un sport qui vont être quand même très transférables dans un autre. Là. Fait que, exemple, là, si tu es un joueur de soccer, peut-être que tu pourrais bénéficier aussi de jouer au futsal. T'sais, le ballon est plus lourd, ouais. L'espace aussi est différent, puis la vitesse aussi du jeu est plus rapide. Là. Fait que ça ajoute une contrainte. Puis peut-être ça va aussi t'aider dans tes changements de direction, ça va peut-être t'aider aussi dans ta prise de direction. Puis après ça, un autre exemple de sport, c'est le parcours. Là. Fait que il y a peut-être des sports qui vont te demander là, de sauter, de faire une figure, de la gymnastique ou des choses comme ça, là, qui peuvent bénéficier là, d'autres sports. Là. Puis même des fois, c'est juste une question de variété. Là. Fait que des fois, tu changes je veux pas dire que tu changes de mal de place, là, mais tu ajoutes de la variété, ça fait en sorte que c'est une atmosphère un petit peu plus détendue, puis les gars ont du fun. Là. Veux pas aussi, il faut que ça soit un processus qui doit être motivant. Là. Fait que des fois, c'est que tu rajoutes cette composante-là de lucidité, de fun, puis qu'après ça vient plus comme un jeu. Puis après ça, ça va alléger l'atmosphère, ça va faire en sorte que tu as quand même travaillé des éléments au niveau de l'athléticisme des joueurs qui vont être capables de transférer dans leur pratique sportive. Là. Je sais pas si c'est la bonne question à poser après ça, mais après qu'est-ce que tu viens d'expliquer? Mais mettons que à partir de demain, tu pouvais juste avoir 10 exercices que tu pouvais faire. Ça serait quoi? Au niveau majorité des sports demande que tu cours. Fait que, pour moi, sprint, tout ce qui est sprint à différentes vitesses, changement de direction. Je sauterais.
différents types de lancers. Après ça, avec mes blessures aux genoux, pour moi, j'ai pas le choix de faire des renforcements au niveau du bas du corps. Fait que ça soit plus des fentes ou des step-up, je te dirais. Ça avant squat, là. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis plus un gars de step-up et un gars de fente, là, qu'un gars de squat. Squat bilatéral, là, personnellement, faire un squat barbell back squat, là, ça va me démolir les genoux puis je vais avoir mal. Je vais avoir de la difficulté à marcher pendant quelques jours. Là. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait un barbell back squat. Ça va faire plusieurs années. Là. Mais après ça, il n'y a rien qui t'empêche de loader un step-up puis loader des fentes. Là. Exemple, quand je m'occupais de la préparation physique de Maïté Bouchard, qui était une athlète de 800 mètres ici avec le verre et or, puis après ça, au niveau international, le step-up, je pense que c'était un des exercices qu'on faisait sur une base régulière. Là, puis on l'a fait bodyweight, on l'a fait avec un caisson bas, puis beaucoup de charges, 2-3 plaques. C'est une action très rythmée, puis après ça, être capable aussi, avec une barre positionnée en avant, au-dessus de la tête. Fait que plusieurs variations possibles, puis c'était peut-être un petit peu plus représentatif de sa posture de course puis sa mécanique de course là, à différents moments dans un 800 mètres. Là. Après ça, tout ce qui est chin-ups, tout ce qui est hangs, ce serait probablement un autre exercice que je travaille, que je mettrais tout le temps. Je suis rendu à combien à peu près, là? 4-5 à peu 4-5. près. Ouais, mais c'est sûr que les... Mais sauter, courir et tous les différents exercices. Fait que, différentes vitesses, différents terrains. Sauter, la même chose, verticale, horizontale, 2 pieds à 1 pied. Le lancer. Après ça, tout ce qui est chin-ups. Après ça, au niveau des jambes, tout ce qui serait plus au niveau step-up fente. Après ça, core. Core, c'est difficile parce que la notion de core stability implique un transfert de force. Fait que, oui, tu peux avoir des exercices de planche, mais après ça, le spectrum que tu peux faire est quand même assez vaste. Fait que, j'aurais au moins un exercice de core ou une variété d'exercices de core. Altéro, pour moi, serait là-dedans pour l'aspect coordination intermusculaire. Je suis incertain de te dire lequel je préfère entre un clean et un snatch. Je pense que si j'avais plus de clearance dans mon garage, je ferais plus de snatch. Je ferais plus de snatch. Je te dirais que des fois, pour certains athlètes, la courbe d'apprentissage est quand même plus facile qu'un clean. Tu peux le faire avec les dumbbells. Ouais. Puis après ça, je trouve des fois que aussi, beaucoup de sport a besoin de coordination avec la vitesse. Fait que, pour moi, le snatch est plus rapide qu'un épaulé. Là. Puis après ça, je peux faire une réception en fente, puis je peux le combiner avec d'autres exercices. Fait que, pour moi, c'est un exercice quand même assez versatile. Les med ball toss, c'est à peu près ça. Là. On n'est pas à 10, là, mais quand même un bon début. Là. Ça fait quand même pas mal ça fait quand même pas mal le tour. L'affaire qui t'es parti de en bas jusqu'en haut. Au niveau... t'as pas beaucoup parlé au niveau du chess, c'était... J'ai jamais été... t'es pas le premier que tu me dis ça. C'est pour ça que j'ai jamais été un grand fan de bench, là, honnêtement. Il y a beaucoup d'entraîneurs, de préparateurs physiques qui m'ont dit que, tu sais, les histoires de bench, tout ça, c'est souvent pas ce qu'ils vont mettre dans, mettons, leur top 10. Il y en a que j'ai demandé top 3, il y en a que j'ai demandé top 5, top 10, puis le bench revenait... Je pense qu'il est revenu une fois. Puis j'étais vraiment surpris, tu sais. Puis est-ce que ça rentre un peu aussi dans la réalité de, tu sais, comme tu as dit tantôt, mettons, pour le foot, juste être des gros gars forts, tu sais, qui sont vite. Tu sais, c'est... Mais tu sais, bench, t'as plusieurs, après ça, variations de l'exercice, là. Fait que, tu sais, pour moi, genre, tu sais, retourner à faire un barbell bench press, tu sais, à l'horizontale, tu sais, au début, peut-être, là, au début de ma période de préparation générale, là, mais après ça, plus je me rapproche de ma saison de compétition, tu sais, le moins intéressant il devient, là. Tu sais, des fois, c'est un petit bonbon, mettons, que je vais donner, là. Tu sais, les gars de volley, tu leur donnes des fois un bench, là, puis ils sont comme...
Mais ça fait 3 mois que tu nous en as pas donné, puis là, on peut lever lourd, puis il y en a qui sont vraiment contents, là, puis qui disent, genre, je vais monter mon bench, puis... mais tu sais, on le fait à un petit moment donné, puis c'est un petit bonbon, là. Mais tu sais, je vais leur donner du incline, puis je vais leur donner du dumbbell bench unilatéral pour stabiliser un petit peu plus au niveau du tronc, du moins solliciter un petit peu plus le tronc, là. Puis après ça, tu sais, ça fait partie... C'est un des exercices dans mon répertoire, là, puis que je vais utiliser. Mais tu sais, je suis pas marié à cet exercice-là, puis il est pas très haut dans ma liste de priorités, là. Tu sais, si je peux skipper du bench, mais que j'ai fait tout le reste, on va passer à autre chose, là. Aussi simple que ça. Ouais. Ouais. Ça, mettons, là, si tu avais à me dire là, dans une séance, là, si j'avais à prioriser de la vitesse, de l'haltéro, de la plio, puis du lower body, puis qu'après ça, ben, j'ai plus de temps, là. Puis est-ce que je fais pas ton bench, là? Genre, t'as fait tout le reste, là, puis tu vas être capable de sauter, de te déplacer rapidement, t'as un mouvement coordonné avec ton haltéro, puis au niveau des jambes, pour moi, c'est ce qui va t'aider à être solide sur tes appuis, là. Puis après ça, le haut du corps, au volleyball, un bench press, un gros bench press, ça sert pas à grand-chose. Au hockey sur glace, surtout avec des jeunes athlètes féminins, oui, il y a une espèce de culture de faut que j'augmente mon bench parce que ça va m'aider à avoir un slap shot un petit peu plus fort. Là, mais il y a d'autres manières des push-ups avec une résistance. De faire un dumbbell bench va être aussi intéressant. Là. Puis après ça, en athlétisme, ben, faire du bench. Ça n'a pas grand-chose. Ça n'a pas grand-chose. Aujourd'hui, tu dirais que la finalité du training, de s'entraîner, ça serait plus quoi? Plus performer plus, donc pousser plus fort, ou ça serait plus de durer plus longtemps? En termes longtemps, plus rester en santé. Oui, c'est plus ça. Je te dirais plus une question, des collègues vont parler d'une infrastructure, le... Volleyball Canada utilise le terme de tolérance structurelle. Fait, d'être capable justement de tolérer tout l'entraînement là, qui est associé à la pratique de ton sport. Là. Fait, une question, mes collègues utilisent le terme infrastructure, mais c'est de préparer les muscles, les articulations là, aux exigences du sport, mais après ça, à l'intensité aussi de ton entraînement là, qui va devenir de plus en plus importante, puis aussi de plus en plus spécifique à ton activité sportive. Là. Fait que, pour moi, c'est ça. Être capable de t'entraîner pour tolérer ce qui t'est demandé là, par la pratique de ton sport. Merci d'avoir partagé ça. C'est hyper intéressant. Maintenant, tu nous as amené ici ton livre que tu as pris le temps d'écrire. Oui, le premier. Oui, exact. Je prends le temps quand même de le montrer. Je vais le mettre à l'écran là, au moment, mais débuter comme entraîneur. Guide pour aider au développement des jeunes athlètes. C'est un livre que tu as écrit. Pourquoi le coaching en particulier? Ben pour avoir regardé un peu ce que les entraîneurs font, là, quand j'étais avec les triades de la Naudière, j'allais assister aux entraînements, puis je pouvais m'occuper de superviser l'échauffement pendant les pratiques, mais après ça, je me promenais d'un éducatif à l'autre, puis j'observais ce que les entraîneurs faisaient. Puis j'avais des discussions avec Mathieu Joyal, qui a été le co-auteur du livre, puis qui était le head coach dans le temps. Puis on parlait beaucoup de pédagogie. Puis après ça, on s'est posé la question, quels sont certains des thèmes qui pourraient être intéressants pour les entraîneurs novices ou des parents qui agissent comme entraîneurs bénévoles. Puis comment aider ces gens-là à mettre en place des séances qui sont stimulantes, puis qui sont aussi intéressantes, puis qui vont laisser comment je pourrais dire, un bon comment je pourrais dire ça, le mot que je cherche, c'est pas un bon aperçu, là, mais qui vont faire en sorte que c'est une expérience que les joueurs ou les jeunes ont valorisé, là, puis qui ont eu du plaisir. Là, qui ont appris. C'est exact. Qui ont appris, qui ont eu du plaisir, qui ont été capables de développer des relations avec les autres jeunes qui sont là. Parce que ultimement, c'est une expérience humaine aussi, là, puis c'est une expérience qui est hautement sociale. Là. Fait que si tu fais juste répéter des éducatifs, que tu n'es pas capable de savoir comment ça se transpose dans le sport, puis qu'après ça, ben, tu n'as pas d'affinité avec les autres athlètes ou tes autres coéquipiers, mais tu ne voudras pas revenir. Là. Fait que ça fait en sorte qu'il peut y avoir plus de décrochage. Fait que là, on s'était dit,
que tu sais, quelles seraient différentes thématiques qui pourraient être intéressantes. Puis dans un des cours que je donne à Bishop, c'est Theory of Coaching. Là. Fait que tu sais, on regarde qu'est-ce que les entraîneurs font en termes de leur rôle, leur responsabilité à différents moments dans une saison de compétition. Tu sais, inspiré aussi là, de Four Seasons de Wade Gilbert dans son livre. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans la pré-saison? Fait que, dans la pré-saison, c'est là que le coach va mettre en place sa philosophie d'entraînement, sa culture, partager ses valeurs, puis va planifier l'année à venir. Puis après ça, in-season, qu'est-ce que l'entraîneur fait après ça? Après, une fois que la saison est complétée, ton debriefing, ton évaluation, puis quand tu es dans ton hors-saison, mais souvent les entraîneurs sont assoiffés de nouvelles connaissances. Là. Fait que, comment tu te développes comme entraîneur? Fait que c'était vraiment de répondre à ça, puis de mettre en place aussi, de créer un livre qui était accessible à tous. Là. C'est hyper intéressant. Puis surtout aussi que le coaching, c'est un art. Coaching, c'est une vocation. Pour avoir reçu et parlé à plusieurs coachs, il y en a plusieurs qui me disaient que coacher, les bons coachs, c'est pas eux qui vont justement coacher. Ils sont là pour enseigner le football. Et puis, les joueurs n'auront pas nécessairement compris ce que tu leur montres si tu fais seulement leur coacher. Il faut que tu t'assures que ils posent des questions, puis que tu regardes de vraiment suivre. Puis si eux sont capables de l'expliquer par la suite, c'est là qu'ils ont vraiment compris. Fait que c'est vraiment cool que vous avez pris cette initiative-là. J'ai noté ici, vous avez 10 thèmes importants sur différents rôles de l'entraîneur. Mm-hmm. Quel genre de rôle, mettons, important? Là? Pas obligé de me nommer les 10, mais quelques exemples. Les thèmes dans le livre, c'est sûr qu'au début, c'est quoi un entraîneur? Là? Puis, quand tu regardes la définition de Jean Côté puis de Wade Gilbert sur un coaching efficace, le coach, je l'ai mentionné, c'est un enseignant, c'est un pédagogue. Il faut que tu sois capable d'utiliser tes connaissances professionnelles. Fait que, ce que tu sais du sport, l'utilisation de différentes sciences reliées à l'activité physique, là, pédagogie, psychologie et tout ça. Après ça, d'être capable d'utiliser tes connaissances interpersonnelles, tes connaissances intrapersonnelles, c'est-à-dire te connaître toi-même pour améliorer la compétence des jeunes, leur confiance en eux. Après ça, là, j'oublie, c'est les 4 C's. Là. C'est comme un peu poche d'avoir écrit le livre puis d'oublier c'est quoi les autres C's. Là. Fait que, compétence, fait que, le caractère, le character, competency, connection, character, puis la confiance. Fait que, si tu es capable d'utiliser ces 3 types de connaissances-là, puis de faire en sorte que les joueurs sont des meilleurs athlètes, mais après ça, qui ont une meilleure confiance en eux, qui sont capables de bien communiquer, qui sont capables de bien interagir avec leurs coéquipiers, mais aussi tous les autres intervenants, là, les arbitres, les gestionnaires du sport et tout ça, puis qu'après ça, sont confiants, puis qu'ils veulent développer leurs habiletés, puis leurs différentes compétences, tu peux juger que tu as été capable d'avoir un coaching efficace. Là. Mm-hmm. C'est sûr. Puis, tu sais, dans le livre, tu parlais dans les premières pages, la définition du coaching. C'est le livre de John Wooden. J'avais eu un segment, c'est pour ceux qui écoutent et ça intéresse. J'avais un segment avec Charles-Antoine Sinotte, que lui, il a étudié là-dedans, justement, la psychologie sportive et tout ça. Puis le coaching, il a fait une recherche là-dessus. Puis on avait pris un segment qui avait pris le temps d'expliquer c'était quoi le coaching. You haven't taught until they have learned. Exactement. C'est vraiment ça. Fait que, si je peux me permettre, le livre est encore accessible. Oui. Ouais. Fait que, c'est assez simple. Même ce matin, j'ai pris le temps d'aller voir pour faire un peu de recherche, puis je l'ai trouvé tout de suite. Là. Mais c'est une belle initiative. Deuxième livre. Tu as annoncé le deuxième livre. En fait, tu l'annonces en primeur, là? Je l'annonce en primeur. Oui, parce que ça a été un petit peu des dévoilements progressifs là, de différents thèmes puis différents collaborateurs. Là. Il en reste encore là, à dévoiler, là, mais on n'a jamais pas mentionné encore qu'il y avait un deuxième livre. Tu pouvais t'en douter, là, mais... Parce que, écoute, je sais pas s'il fallait que je le dise, mais deuxième livre, je le dis maintenant. Deuxième livre, est-ce que tu annonces une date ou tu gardes ça pour toi?
En fait, c'est difficile d'avancer une date parce qu'on est comme dans le processus au niveau du graphisme puis l'impression. Fait que tu restes encore quelques étapes. Là. Moi, j'avais l'intention qu'en février, là, du moins, j'espère qu'en février, en quelque part en février, ça devrait être prêt. Là. Fait que prochainement, d'ici les prochaines semaines, il devrait y avoir la version imprimée et la version numérique aussi. Là. Cool. 9 experts qui ont contribué aux sections. Présentement, tu as annoncé François Rodrigue, Eddie Malo, Jean-Benoît Jobainville et Mathieu Kivigé. C'est quoi qu'on veut mettre de l'avant dans le prochain livre, dans le prochain ouvrage? Ben, une des discussions que Mathieu et moi, on avait eues, c'était de regarder aussi à qui est l'auditoire, là, c'est quoi le lectorat aussi, là, à qui qu'on veut s'adresser avec le deuxième livre. Fait que là, on était plus dans les entraîneurs expérimentés, là. Fait que, disons des entraîneurs qui offrent dans un milieu de sport-études ou collégial, puis à la limite universitaire. Là. Fait que, d'encore aborder différents thèmes à différents moments d'une saison de compétition. Fait que, le pré-saison, pendant la saison, puis ensuite l'entre-saison. Mais peut-être aborder ça un petit peu plus en profondeur. Puis après ça, de donner à ces experts-là un peu une voix pour partager leur expérience terrain. Fait que, voici la théorie dans le chapitre, mettons sur la relation coach-athlète. Après ça, je te présente la théorie. Ensuite, le commentaire d'un des experts, la section sur le terrain, puis par la suite, le commentaire du coach qui sont écrites par Mathieu. Fait que c'est quand même très bien monté. C'est le fun. Puis en plus, vous avez des bonnes personnes qui ont écrit 9 experts, comme tu le dis. J'ai pris le temps de faire la recherche de quelques-uns là-dedans. Puis aussi, tu l'as mis sur ton LinkedIn, tu l'as mis aussi sur ton Facebook, sur les réseaux. Tu as commencé à annoncer, mais c'est des super bonnes personnes. Bien sûr, j'ai reçu Jean-Benoît Jobainville sur le podcast. Donc ça, c'est un que je suis quand même très fier. Puis qu'il fasse partie de ce projet-là, je trouve ça vraiment cool. Il avait partagé tellement du bon knowledge. Il avait partagé une bonne culture de coach. C'est en écoutant aussi ton podcast, là, puis les points que Jean-Benoît a soulevés, là, je me suis dit, genre, c'est comme impossible là, que je passe à côté de demander à Jean-Benoît de ne pas contribuer au chapitre 1 sur la relation coach-athlète. Là. Il avait soulevé des bons points, puis j'étais comme, OK, ça devient un no-brainer. Là. Ben écoute, ça me touche quand tu me dis ça, que ça vient un peu du podcast de ça. C'est hot. Écoute, si ça a pu permettre ce genre de relation-là, puis cet ajout au prochain ouvrage, ça me fait... Écoute, je suis content, c'est hot. Merci, Xavier, d'être venu, de t'avoir porté au jeu, de venir partager ton expérience. J'espère que tu as aimé ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Toujours un plaisir.